Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une plante qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le monde de la nutrition, à savoir la rhodiola. Alors, elle est connue sous le nom de racine d'or et elle est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle pour ses propriétés adaptogènes. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Quels sont les fondements scientifiques qui soutiennent les bienfaits de cette plante? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec Amine Kasmi. Mais avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre page Facebook Science et Nutrition, également sur la page YouTube Nutrilogix. Alors, bonjour Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la rhodiola? Bonjour Cédric. Donc la rhodiola ou la rhodiole est Mhm, une plante adaptogène, comme tu l'as dit. C'est une plante adaptogène qui était utilisée depuis très longtemps, notamment en Europe, en médecine traditionnelle scandinave, aussi en médecine traditionnelle russe également. Et donc c'est une plante adaptogène qui va avoir un effet sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc d'où cet usage traditionnel de la rhodiola dans l'amélioration de la condition mhm, physique et mentale et de la résilience au stress. Donc, on a cette espèce de rhodiola qu'on appelle rhodiola rosea, qui est la plus répandue, donc desquelles sont extraits toutes ces matières premières ou extraits qu'on utilise, donc de rhodiola qu'on utilise par exemple pour produire des compléments alimentaires, bien qu'on a d'autres espèces de rhodiola aussi qui peuvent avoir voilà, d'autres bénéfices ou d'autres applications en fonction de la composition que ça a. mhm. Mais justement, en parlant de composition, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sa compo? Alors, on a deux grands groupes de principes actifs dans la Mhm, rhodiola, en tout cas qui caractérisent la rhodiola. Mis à part les polyphénols type flavonoïdes, les terpènes, tout ça, les tanins aussi. Mis à part ça, on a vraiment deux grandes catégories qui caractérisent l'intérêt de la rhodiola. On a les fameuses rosavines. mhm, C'est un groupe en fait de molécules qui sont des phénols. On a notamment la rosavine, la rosarine, la rosine, qui sont des composés qui appartiennent à ce groupe de rosavine. Et ça, c'est le premier groupe de principes actifs qui est le plus connu et qu'on trouve dans justement cette rhodiola rosea. mhm, On a aussi les salidrosides, donc c'est des glycosides phénoliques aussi, qui vont, eux, avoir d'autres effets ou des effets un peu voilà, différents en termes de sphère d'utilisation des rosavines. Donc, mhm. on a les salidrosides et on a les rosavines comme grands principes actifs de la rhodiola et pour lesquels on prend justement cette rhodiola puisque le reste, les flavonoïdes ou les tanins ou les terpènes, on les trouve aussi dans d'autres plantes. Mmh. Et est-ce que tu peux nous parler justement, de la différence entre ces 2 principes, enfin entre la rosavine et la, comment tu m'as dit? La salidroside. Salidroside, pardon, Ouais. salidroside. La rosavine, comme je te disais, c'est un groupe de molécules Mmh. phénoliques qui va se retrouver beaucoup plus dans les extraits de Rhodiola rosea. Et Mmh. ça a des effets adaptogènes anti-stress. Ça agit plus sur le stress, sur la gestion du stress, sur le cortisol. Euh, donc ça a la caractéristique que ça s'absorbe moins que les salidrosides. C'est pour ça que souvent, quand on parle de salidroside, on dit c'est les vrais principes actifs de la rhodiola, ça a plus d'effets, etc. Mais c'est en fait parce que les salidrosides s'absorbent mieux parce que c'est des glycosides, ce qui est normal. Mmh. Un glycoside phénolique s'absorbe toujours mieux. Et par contre, en fait, on n'a pas un groupe de molécules qui est meilleur que l'autre, on a juste des applications différentes. Comme je Mmh. disais, comme la rhodiola est connue pour cet effet anti-stress, amélioration de la forme physique et mentale, d'ailleurs c'est ça l'usage traditionnel de la rhodiola, eh bien là, les rosavines sont intéressantes. Alors que le salidroside, c'est plutôt un effet adaptogène qui est différent, dans le sens où ça va avoir, oui, les effets
tous les effets anti-inflammatoires, antioxydants, etc., mais avec un pléiotropisme plutôt au niveau neuronal, au niveau nerveux, ce qui fait que ça donne un effet plutôt neuroprotecteur, Mhm. voilà, plus qu'un effet sur la gestion du stress, même si les salidrosides agissent aussi sur les neurotransmetteurs. Voilà, donc il y a une différence du point de vue Mhm. titrage. C'est pour ça que dans les compléments alimentaires, même ceux qui sont extraits de Rhodiola rosea, on trouve dans des compléments alimentaires Ouais. de bonne qualité, on trouve aussi le salidroside là-dedans, donc les rosavines et le Mhm. salidroside. Donc en fait, on a besoin réellement des deux. Les deux vont Mhm. avoir des effets complémentaires et intéressants, bien que les salidrosides s'absorbent mieux que les Mhm. rosavines. Mm. Donc, les deux composent la rhodiola, on le comprend. Et quels sont les effets métaboliques de la rhodiola? Bon, l'effet adaptogène qu'on lui Mhm. attribue déjà, donc l'effet adaptogène, mais vraiment centré stress, cortisol, hormones thyroïdiennes, gestion du métabolisme énergétique, neurotransmetteurs. Donc c'est vraiment un effet adaptogène orienté vers la performance physique et mentale. Et vers pour donner à la personne une bonne sensibilité au stress. Et du coup, à partir de cet effet adaptogène, vont émaner d'autres effets métaboliques, notamment un effet contre la fatigue. Donc, comme je disais, un effet de forme physique principalement, plus des effets antioxydants, anti-inflammatoires, comme je disais aussi par rapport qu'on attribue plutôt aux salidrosides, entre autres, mais il y a aussi les flavonoïdes et les terpènes qu'il y a dedans, qui vont avoir plutôt un effet anti-inflammatoire, antioxydant, donc neuroprotecteur au niveau de la sphère du système nerveux. Quelles sont les différentes applications potentielles de la rhodiola? Déjà, la gestion du stress, Oui. très très important. Gestion du stress veut dire une meilleure tolérance au stress, donc avoir suffisamment de neurotransmetteurs, à la fois des catécholamines pour pouvoir Mhm. être efficace euh, dans la gestion du stress, et aussi des neurotransmetteurs inhibiteurs pour pouvoir contrebalancer l'effet des neurotransmetteurs stimulants comme les catécholamines. Donc, en gros, pour pouvoir être concentré, focus, avec suffisamment Mhm. d'attention et être en forme mentalement et physiquement pour faire face à une situation stressante. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment l'application majeure de la rhodiola. Et puis après, on a les effets sur l'amélioration de la neuroprotection, un effet de soutien de la fonction immunitaire qui va avec justement la gestion du stress, puisque le stress fait baisser la fonction immunitaire, on va avoir un effet immunosuppresseur, et donc la rhodiola, d'où cet effet dont on a parlé, adaptogène, va en même temps que d'augmenter la sensibilité au stress et de pouvoir gérer le stress, Mhm. avec tout ce que ça implique, va en même temps améliorer la fonction immunitaire et diminuer la fatigue, donc en stimulant la production, comme je disais, de neurotransmetteurs, de certaines hormones comme le cortisol, et également de réguler le métabolisme énergétique, d'avoir une bonne production d'ATP, ce qui va accompagner cet effet de anti-stress, et aussi donc euh, d'autres effets qui sont plutôt des effets un peu accessoires par rapport à cet effet majeur, comme je disais, qui par exemple la diminution du risque de certaines maladies neurodégénératives, la diminution du risque de maladies Mhm. cardiovasculaires, etc., etc. Donc c'est principalement la gestion du stress et l'amélioration des performances cognitives et physiques. Alors évidemment, quand on parle de gestion du stress, ça intéresse énormément de personnes, mais il faut toujours se rendre compte qu'il peut y avoir des précautions d'usage. Et est-ce qu'il y en a d'abord? Et si oui, lesquelles? Oui, on peut avoir des précautions d'usage qui sont rares, mais qui peuvent Mhm. exister. Certaines personnes qui peuvent avoir des troubles du sommeil ou des Mhm. irritations. Bon, ça c'est classique pour les plantes, c'est pas très fréquent, mais ça existe. Des troubles gastro-intestinaux, mais c'est surtout, voilà, c'est ce qui pourrait le plus poser problème, c'est des troubles du sommeil. C'est aussi rare, hein.
Mais De quel type de troubles du sommeil? diminution, donc diminution de la qualité du sommeil, Mhm, diminution de la durée du sommeil, difficulté à s'endormir. Et ce qui pourrait faire, parce que comme ce qu'on a dit, hein, c'est une plante qui va donner une vigueur et une forme physique et mentale. C'est une mhm, plante qui va avoir cet effet. Après, comme je disais, c'est une plante aussi adaptogène. Donc, ça stimule à la fois des neurotransmetteurs type sérotonine, par exemple, mélatonine, et aussi catécholamine. ouais, Donc, on a les deux types de neurotransmetteurs, inhibiteurs et stimulants. Mais en fonction de la configuration des neurotransmetteurs chez l'individu, on peut avoir mhm, quelqu'un qui a déjà beaucoup trop de catécholamine et moins de neurotransmetteurs inhibiteurs, et du coup, Rhodiola va augmenter les deux, mhm. ce qui fait que les catécholamines seront beaucoup plus élevées, et ce qui fait que ça va peut-être impacter son sommeil. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de faire une détermination exacte des neurotransmetteurs qui manquent Mhm. et voir ce que fait la rhodiola sur ces neurotransmetteurs. Et à ce moment-là, on peut décider si, voilà, si cette personne, la Si c'est rhodiola lui opportun, ouais. convient ou pas, Mhm, etc. Donc, c'est pas, encore une fois, quand on explique ici l'intérêt d'une mhm. plante ou d'un composé, on ne dit pas que ça résout toutes les problématiques et que tout le monde en prend comme ça Mhm. sans aucun contrôle, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que c'est important de consulter, encore une fois, un professionnel de santé formé en micronutrition pour pouvoir déterminer quels sont les besoins et si c'est vraiment opportun ou pas. Euh, alors, dans les précautions d'usage, on parle souvent donc aussi des interactions médicamenteuses. Donc, alors, il peut y avoir des interactions avec les antidépresseurs. Mhm, Après, ça reste à l'évaluation du médecin mhm. voilà, pour dire, voilà, je donne, il n'y a pas de souci, etc. En général, prise sur des dosages moyens, ça pose moins de soucis, mais après, ça Mhm. peut avoir des interactions aussi. Des interactions aussi avec les médicaments antihypertenseurs aussi. Faire attention, donc d'où l'importance pour les patients qui prennent des médicaments de consulter leur médecin pour pouvoir Ouais. voilà, voir s'il y a interaction ou pas, s'ils peuvent ou pas comprendre Mhm. lorsque c'est nécessaire. Et sinon, alors il faut faire attention bien sûr chez la femme enceinte, allaitante, ça c'est la base. Euh, et voilà, c'est tout ce qu'il y a comme vraiment Mhm. comme précaution d'usage par rapport à la rhodiola. Est-ce qu'il y a un dosage qui est conseillé ou plus adapté en fonction de certaines situations? Les doses moyennes, ça va de 200 à 600 mg par jour. Mhm. Adapté en fonction voilà, en fonction des situations, en fonction de la tolérance aussi. Mais Mhm. c'est cette fourchette-là qui est la plus rapportée dans les études. Après, un professionnel de santé peut décider de donner plus ou moins en fonction de la situation. Eh bien, merci pour toutes ces explications. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez toujours liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez la partager parce que le savoir est une richesse qui se partage. Passez une excellente journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Je ne sais pas. Et à très bientôt. Salut Amine. Merci, salut, à bientôt.